Bien, je propose qu'on débute, monsieur le rapporteur. Chers collègues, nous souhaitons la bienvenue en ce début d'après-midi à monsieur Guy Geoffroy, maire de Combles-la-Ville, en Seine-et-Marne, président de l'Association des maires de Seine-et-Marne et vice-président de l'Association des maires de France. C'est d'ailleurs au titre de ses responsabilités au sein de l'AMF que nous l'auditionnons aujourd'hui. Et je me permets de vous remercier pour votre disponibilité et votre présence cet après-midi avec nous dans le cadre de la commission d'enquête sur l'organisation des élections. Et les communes jouent un rôle naturellement absolument fondamental dans l'organisation des élections. Et donc nous avons potentiellement beaucoup de sujets à aborder ensemble, de l'inscription sur les listes électorales aux modalités pratiques de vote, sans oublier la question du recrutement des assesseurs ou encore les charges que cela peut impliquer pour le personnel communal. Nous serons d'ailleurs curieux de recueillir également vos réactions aux propositions faites récemment par la Cour des comptes sur l'organisation des élections. Monsieur le maire, je vais vous passer la parole pour une intervention liminaire, afin que vous puissiez poser le cadre de nos échanges, avant qu'avec monsieur le rapporteur et puis députés qui voudront participer à cet échange, nous puissions vous interroger. Monsieur le maire, vous avez la parole. Ah non, attendez, j'oublie un élément très important. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie et je vous cède donc la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, de cette invitation en ma qualité de vice-président de l'Association des maires de France. Effectivement, le président David Lisnard a souhaité répondre à cette convocation en me demandant de représenter l'association. Qu'on me permette de saluer tout particulièrement ma députée, qui est aujourd'hui en train de constituer avec moi la majorité relative de Combles-la-Ville au sein de cette salle, et je tiens particulièrement à la saluer. Alors, propos liminaires, pour dire que bien évidemment la question de l'organisation des élections n'est pas indifférente aux maires, dans la mesure où, pour y contribuer, et Dieu sait qu'ils y contribuent dans des proportions très importantes, ils le font dans le cadre non pas de leurs attributions en tant que premier magistrat de la commune en charge de mettre en œuvre un projet communal, mais ils le font en tant que représentants de l'État, eux et leurs services, si bien que il ne surprendra personne si je dis que sur ces questions que nous traitons au long cours et depuis toujours en tant que représentants de l'État, nous sommes au niveau local et au niveau national en relation permanente et, je le dis sans crainte d'être contesté, globalement de très bonne qualité avec l'État. Sur des sujets sur lesquels, bien sûr, on pourra revenir si vous le souhaitez, disons de principes portant sur des questions clés et qui ne peuvent relever que du niveau national. Je prends un exemple qui était une demande de notre part qui a abouti sur l'exigence antérieure de présentation d'une pièce d'identité dans toutes les communes. Nous avions fait valoir, pour des raisons qui avaient été parfaitement comprises et reçues, que pour les communes de 1000 habitants, ceci pourrait être plus péjoratif à l'égard de certains habitants que positif. Et nous avions été suivis donc sur des questions de cette nature qui, sans être banales, relèvent manifestement d'un rang national. L'AMF est écoutée, souvent entendue, et ses propositions régulièrement bien analysées et reçues. Quant au plan local, toutes les difficultés ou toutes les organisations un peu spécifiques, et j'y reviendrai, font de la part des représentants de l'État et de leurs services donnent lieu à des
rencontres, qu'elles soient audio, visio ou en présence, font l'objet de contacts permanents pour à la fois que les grandes lignes des éventuelles nouveautés soient bien connues de l'ensemble des élus et de leurs services, mais pour que également toutes les questions qui pourraient être posées par les collectivités soient traitées au niveau pertinent, et très souvent c'est au niveau des préfectures. Ce qui fait que sur un certain nombre des questions que vous pourriez poser, pour lesquelles vous souhaiteriez évidemment avoir de réponses, l'AMF n'aura pas toujours une position AMF, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de sujets qui n'ont pas eu et qui, par leur nature, ne devraient pas avoir à faire l'objet de délibération de nos instances compétentes, en l'occurrence le Bureau national. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail en commun. Ce travail, il est quotidien, il est au long cours, il est sur des sujets de fond ou sur des questions purement organisationnelles, et il se poursuit de telle manière que nous n'avons pas de banque structurée de données problématiques qui nous soient remontées. Hein. Moi, je préside l'association des maires de mon département. À chaque fois que des questions reviennent jusqu'à moi parce qu'elles n'auraient pas ou pas suffisamment trouvé réponse dans la relation entre le collègue maire et les services préfectoraux, ce qui est rare, j'agis de telle manière que la question est traitée, réglée, et qu'il n'y a pas matière, ni du côté, je pense, du préfet à la faire remonter au niveau national, ni de mon côté à le faire également. C'est bien qu'on n'a pas sur beaucoup de réponses, beaucoup de questions de réponses qui soient la doctrine de l'Association des maires de France, ce qui, bien évidemment, n'empêchera pas d'apporter autant qu'il me sera possible de faire des réponses. Et quelquefois, et avec toute la limite de l'exercice et toute l'humilité qu'il faudrait en avoir, étant maire de ma commune depuis près d'une trentaine d'années, peut-être qu'un certain nombre d'éléments d'illustration que je me permettrais de porter à votre connaissance, sans pour autant engager d'aucune manière l'AMF, permettrait peut-être d'éclairer vos débats et de répondre même partiellement à vos questions. Voilà, donc ce que nous pouvons dire, et j'évoquais cette question en filigrane il y a un instant, c'est que globalement, les dispositifs tiennent, que globalement, et notamment avec le REU, les choses vont mieux quant à tout ce qui concerne les éventuelles défectuosités d'inscription sur les listes électorales et de mise à jour des listes électorales. Bon, la loi du 1er août 2016 créant ce dispositif, bon, a maintenant un peu de recul, puisque c'est à partir de 2018 que tout ceci a été mis en œuvre. Bon, décalages ont été nécessaires, ils ont été opérés, et on peut dire qu'aujourd'hui, le dispositif fonctionne d'une manière qui donne satisfaction à nos services, qu'il s'agisse des communes, on va dire, qui disposent d'un personnel et de compétences avérées, ou des communes moins nombreuses en population et donc en effectif d'agents, où je peux dire, moi, je suis maire d'un département rural, bien qu'en Île-de-France, où sur les 507 communes, il y a un nombre extrêmement important de petites communes, au sens où on l'entend. Et je peux dire que mes collègues maires et leurs secrétaires de mairie sont extrêmement experts sur tous ces sujets, et qu'ils ils réussissent à tenir le choc, y compris en période un peu complexe. Ça ne vous surprendra pas que j'évoque la période que nous venons de traverser. Et sûr qu'apprendre au soir d'un scrutin toujours sensible, qui est celui des élections européennes, en fonction du nombre de listes, de la difficulté quelquefois très matérielle à pouvoir assurer l'affichage et donc la présence de tous les panneaux, la difficulté réelle de présentation dans le bon ordre, sous le contrôle des autorités concernées, de tous les bulletins là où il faut à l'entrée du bureau de vote. Enfin, c'est des questions qui peuvent paraître banales, mais qui ne le sont pas. Bon, au soir de ces élections européennes, bon, apprendre que dans un délai qui manifestement va être un peu court, on va avoir à organiser à nouveau des scrutins qu'on connaît bien, qui ne sont pas de
mêmes problématiques, mais qui malgré tout sont des scrutins organisés qui sont importants, hein, tout ceci n'a pas manqué de créer un peu de fébrilité, hein, chez les élus locaux, certains craignant à juste titre de ne pas pouvoir disposer du temps ni des moyens financiers, humains et matériels pour pouvoir organiser ces élections. Bon, je crois pouvoir dire, mais là je suis très prudent quant à la généralité que ça pourrait représenter, que globalement, même dans ce contexte qui n'était pas gagné d'avance et qui était très périlleux, les communes de France, leurs services, leurs maires, au contact de l'État déconcentré dans chaque préfecture et sous-préfecture, ont réussi ce pari qui inquiétait beaucoup au soir des élections européennes et qui finalement n'a pas empêché une sincérité réelle des scrutins du premier et second tour des élections législatives et donc une totale légitimité des élus de la nation qui en sont issus. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vais laisser maintenant la parole à notre rapporteur pour une première série de questions. Merci beaucoup, monsieur le président, monsieur le vice-président. Une série de questions. D'abord, vous avez évoqué le répertoire électoral unique et c'était un de nos sujets de la matinée puisque nous recevions l'INSEE, donc l'autre bout du dispositif d'une certaine manière. Moi, j'ai plusieurs questions qui concernent notamment justement la place des communes dans la tenue de ce répertoire électoral unique. Et notamment, on a beaucoup parlé avec l'INSEE ce matin de la question des radiations pour la perte d'attache communale. Alors, est-ce que l'AMF a une position sur, ou des recommandations sur ce qui peut entrer dans la perte d'attache communale, parce que on a un peu l'impression que c'est une notion assez floue finalement, telle que elle est située dans le débat public. Et puis on a eu un peu des cas qui nous sont remontés de très grand nombre parfois de radiations. Il y a un sujet qui est posé, et vous avez évoqué le sujet, c'est que les communes gèrent à la fois ce qui est de leur ressort, c'est-à-dire les élections directement de leur ressort, j'entends les élections municipales, mais aussi toutes les autres élections, départementales, régionales et nationales. Il y a un sujet qui est posé à notre sens sur la question justement de ces radiations, puisqu'on ne peut s'inscrire que 6 semaines avant un scrutin. Il y a une période de 6 semaines entre la date limite d'inscription et le scrutin, où il peut néanmoins y avoir des radiations pour perte d'attache communale, a priori. Du coup, si c'est des élections nationales, on n'est plus inscrit nulle part, et donc des citoyens peuvent potentiellement se retrouver non inscrits sur les listes électorales alors qu'ils y étaient inscrits. Donc, est-ce que vous seriez favorable au fait que on empêche les radiations pour perte d'attache communale dans cette période des 6 semaines qui séparent de la date limite d'inscription et de la date du scrutin? Parce que c'est des choses qui nous ont été remontées, c'est aussi ce que propose la Cour des comptes, donc ça peut faire partie des choses qu'on peut étudier. Ensuite, j'aurais des questions sur la tenue des bureaux de vote eux-mêmes. On sait que c'est de plus en plus difficile de trouver des assesseurs, des présidents de bureaux de vote, des gens qui sont prêts finalement d'une certaine manière, à gâcher un dimanche pour tenir les bureaux, même si c'est une mission sacrée d'une certaine manière que de tenir ces bureaux de vote et de s'assurer de la sincérité du scrutin. Donc, est-ce que les maires ont des recommandations sur le sujet pour aider à la tenue de ces bureaux de vote? Il y a des gens désormais qui disent qu'il faudrait rémunérer les assesseurs. Est-ce que ça vous semble être une bonne ou une mauvaise idée? Parce que ça fait partie aussi des choses qui remontent parfois du terrain. Est-ce que vous avez des réflexions aussi sur la question de l'accessibilité des bureaux de vote? Parce que c'est un sujet qui est de plus en plus posé, notamment avec le vieillissement de la population, mais qui va être posé à la fois dans le sens de l'accessibilité au sens des personnes à mobilité réduite, de l'accessibilité au sens des personnes qui, n'étant pas nécessairement à mobilité réduite, mais peuvent plus difficilement prendre le volant, par exemple, s'il faut se déplacer pour aller jusqu'au bureau de vote. Et donc, on sait que les personnes les plus âgées, il y a une baisse de la participation électorale chez les personnes les plus âgées.
très très âgés, j'entends le haut de la courbe, parce que justement il y a des difficultés parfois d'accès au bureau de vote. Donc est-ce que vous avez des réflexions sur le sujet? Et puis enfin, j'aurais une dernière question. Vous avez, vous avez d'une certaine manière abordé une question avec les législatives anticipées que je comptais vous poser, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais il y a une question sur les européennes, parce qu'il y avait beaucoup de listes, il y en avait 38. Et les panneaux d'affichage, je pense qu'on a tous constaté qu'il y avait des soucis matériels quand il y a autant de listes pour ne serait-ce que trouver les endroits pour les installer, devant les bureaux de vote sans que ça pose trop de problèmes, pour avoir assez de panneaux. Donc, quelle est la réaction de l'AMF par rapport à cette multiplication des listes? Et puis, est-ce que vous estimez que vous êtes assez doté en moyens de la part de l'État pour faire face à l'organisation de ces élections, et notamment des trucs très bassement matériels comme acheter des panneaux pour que les gens puissent coller des affiches? Merci. Alors, sur la question que vous avez posée en premier sur la perte à tâche communale et ce concept et le risque que donc à l'initiative de la commune d'origine, je veux dire, un électeur puisse éventuellement se retrouver sans inscription sur aucune liste électorale, alors qu'il s'agirait d'une élection nationale où on peut penser que tout citoyen français, qu'il soit présent sur le territoire ou même à l'étranger, pour certains d'entre eux, peut tout à fait valablement participer au scrutin. Vous n'ignorez pas les chiffres, hein, je les ai repris pour être bien certain de ce que j'allais vous dire. Hein, sur toutes les radiations qui ont été opérées et dont le volume est important, hein, en 2024, ça représentait, je crois, 8% de l'ensemble du corps électoral. Hein, il n'y a que 13% de ces radiations qui ont été opérées dans le cadre de ce que vous appelez la perte d'attache communale, hein, ce qui ramène à un pourcentage beaucoup plus faible le nombre de personnes concernées. Le plus gros des radiations, bien, c'est les personnes décédées, hein, en gros 30%, 55% du fait d'une inscription sur une autre commune, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas là dans le cadre, hein, du risque de ne pas pouvoir participer aux élections malgré soi, hein, que vous avez évoqué. Bon, il est clair que ces radiations, quand elles sont prononcées à l'initiative de la commune, le sont la plupart du temps dans la meilleure connaissance de cause. Hein. Moi, il m'est arrivé d'évoquer cela avec mon service des formalités administratives qui organise les élections, qui bien sûr, hein, me fait part des données sur lesquelles il va avoir à transmettre d'éventuelles demandes de radiation. Nous nous efforçons, et je pense que tous les maires de France le font, nous nous efforçons de nous entourer, hein, d'un ensemble d'éléments suffisamment pertinents et convergents pour que cette radiation puisse être opérée. Ceci dit, pour répondre à la question dans la question concernant le délai, je pense qu'il serait naturel et pas du tout scandaleux ni étranger à une certaine logique, hein, qu'on en reste à un délai raisonnable. Et vous avez parlé des 6 semaines. Moi, je pense que en tous les cas, ça ne choquerait pas le maire un peu expérimenté que je suis. Je pense que ça serait explicable à tout le monde, hein, et que ça serait éventuellement, et même certainement, de nature à empêcher tout risque et à faire craindre tout risque de se trouver éventuellement un jour privé de son droit d'électeur, bien malgré soi. Toujours est-il qu'il reste, moi j'ai eu encore à le pratiquer lors des derniers scrutins, il reste toujours la possibilité, le jour même du scrutin, hein, d'obtenir sa réinscription sur les listes électorales. Et la plupart du temps, les électeurs qui se présentent dans ces conditions et à qui on donne toutes les indications pour le faire, hein, le font parce qu'ils estiment qu'il est important, obtiennent satisfaction et ça rentre dans l'ordre. Mais c'est vrai que il y a des électeurs qui ont été radiés, qui ne le savent pas, hein, alors même qu'ils n'avaient probablement pas plus que ça l'intention de participer au vote. Et c'est vrai, ça me permet d'aborder votre deuxième question. Tout ce qu'on évoque aujourd'hui est sur fond d'une baisse réelle
et qui a tendance à se confirmer et à s'aggraver, quel que soit le type de scrutin, de la participation. Hein, il est sûr que, pour en venir à la tenue des bureaux de vote, lorsque la participation correspond à ce qu'on voyait encore il y a quelques décennies, c'est-à-dire avec quelquefois plus de 70%, ce qui était médiocre il y a 50 ans et qui est extraordinaire aujourd'hui, il y a un vivier de personnes, la plupart du temps connues et fidèles sur la commune pour y participer, qui se tiennent prêtes à participer à la tenue des bureaux de vote. L'assoupissement de la mobilisation conduit également à la réduction de ce vivier, même si cette réduction du vivier n'est pas proportionnelle à la baisse de participation de nos concitoyens aux élections. Je me souviens que la première question posée par ma responsable de ces questions au lendemain du scrutin européen, c'était: est-ce que nous allons avoir suffisamment d'assesseurs? Et immédiatement, nous avons pris la décision, je pense que beaucoup l'ont prise, de ne pas attendre la semaine ou les 10 jours précédant le premier tour pour prendre contact avec ceux qui venaient de tenir les bureaux de vote des européennes ou qui, d'habitude, tenaient un bureau de vote et là n'avaient pas pu le faire, pour leur dire l'importance qu'il y aurait à ce qu'on puisse dès maintenant s'assurer de notre capacité minimale, compte tenu de la réglementation, à pouvoir organiser le bureau de vote. Et dans ma commune, et je n'ai pas eu de retour vraiment contraire dans le département, on n'a pas... on s'est posé la question, on a été inquiet, mais on a assez vite été rassuré du maintien de l'engagement, malgré les difficultés de date, parce que organiser un mois après un scrutin nouveau dans le cadre de législatives anticipées est probablement moins périlleux en avril ou mai que fin juin, début juillet. Malgré ces dates qui étaient quand même assez particulières, on a pu tenir le choc, mais on sent que les choses se sont fragilisées. Il y a une époque où, je ne dis pas qu'on refusait du monde, mais où la mobilisation était spontanée et où nos concitoyens nous relançaient avant qu'on ne les relance. Bon, là, on est plus sur le mode s'assurer que nous n'aurons pas de difficultés, et s'apercevoir que ça va être le cas, mais on sent une fragilité naître, ça c'est tout à fait évident. Alors, ça m'amène à la question sur rémunération ou pas. L'AMF n'a pas de doctrine sur le sujet parce que le sujet n'a jamais eu à faire l'objet d'un travail, d'une réflexion et d'une décision de notre bureau national. Mais je crois, et là je suis plus au doigt mouillé que dans une réalité bien maîtrisée, je crois qu'il y a plus de maires aujourd'hui qui pensent qu'être assesseur, être délégué, c'est du volontariat citoyen et qu'à ce titre, la question du bénévolat est finalement extrêmement importante. Ceux qui expriment un avis contraire sont certainement ceux, et ça témoigne une fois de plus de la fragilité naissante que je faisais remarquer, sont ceux qui ont dû rencontrer des difficultés. Mais je pense que on le voit avec les personnes qu'on connaît bien, qui ont l'habitude de nous accompagner dans la tenue des bureaux de vote. On est vraiment dans un engagement citoyen. L'idée d'envisager une rémunération sous quelque forme que ce soit me semblerait peut-être faire craindre qu'on mette un début de verre dans le fruit avec peut-être une perte ou une aggravation du risque de perte du sentiment citoyen et de la nécessité pour ceux qui en ont pris l'habitude et qui permettent un renouvellement, parce qu'on a des nouvelles générations et de nouvelles personnes de s'y prêter à nouveau. Donc, sur cette question de la rémunération, c'est vraiment là mon avis personnel avec l'analyse que je peux faire sur mon département. Je ne pense pas que ce soit souhaité. Et si c'était souhaité, je ne pense pas que ça soit souhaitable. Et je ne suis pas persuadé que ceci conduise, si on y arrivait, à recruter plus de monde que cela.
hein, parce que, à vrai dire, bon, quelle pourrait être l'idée d'une rémunération puis, vous savez, vous avez les assesseurs titulaires, les assesseurs suppléants, la mission d'un assesseur titulaire, ça n'a l'air de rien. Bah, mission d'ailleurs dont certains sont fiers, c'est la signature de tous les bulletins, les enveloppes où il y a des bulletins nuls, la signature des procès-verbaux. Bon, l'assesseur suppléant, il est là. Bon, si on va dans un dispositif où on considérera que l'assesseur suppléant doit être indemnisé plus que l'assesseur titulaire, alors que finalement ils n'auront peut-être passé le même temps au bureau de vote, mais que l'émission des uns des autres, bon, je pense que mettre le doigt dans cet engrenage, sauf si les réalités, ça serait assez triste et préoccupant, nous y conduisaient, un, n'apporterait pas grand-chose, et deux, contribuerait certainement à une banalisation du fait électorale, hein, que je ne souhaite personnellement pas et que je ne recommanderais pas. Sur la question de l'accessibilité des bureaux de vote, bon, mon appréciation, et je le sais, l'appréciation de tous les maires de France, est que nous sommes, et pas depuis hier, au moins de manière accentuée depuis la grande loi de 2005, nous sommes de plus en plus sur tous les sujets d'accessibilité de l'espace public et tous les jours de chaque année dans nos communes, nous sommes de plus en plus sensibilisés à ces questions, si bien que lorsqu'il s'agit de la tenue des bureaux de vote, cette question qui n'apparaissait jamais auparavant, qui n'était jamais évoquée, l'est véritablement. Jusqu'à la position spatiale par rapport à l'organisation à l'intérieur d'un bureau de vote, hein, de l'isoloir, hein, réservé en priorité aux personnes à mobilité réduite, hein, qui fait l'objet toujours, hein, d'un choix pertinent pour sa localisation. Je n'ai pas eu de la part du préfet ou de ses services jamais une demande de l'accompagner dans son souhait d'obtenir que dans telle commune qui semble faire un petit peu obstacle à une meilleure accessibilité, on empêche de le faire. Bon, je me souviens, et tous les députés qui font la tournée des bureaux de vote lorsqu'ils sont en fonction le savent bien. Bon, dans les petits bâtiments des petites mairies des communes rurales, on voit très souvent à l'occasion des scrutins des choses qu'on ne voit pas d'ordinaire, c'est-à-dire les petits dispositifs souvent fabriqués sur place, hein, qui permettent, même si les pentes ne sont pas réglementaires, de faciliter l'accès au bureau de vote, très souvent d'ailleurs, hein, la salle, hein, qui fait tout en mairie, hein, pour permettre à nos concitoyens porteurs d'une difficulté de mobilité à pouvoir accéder. Ah, et l'observation dont je prends note parce que je n'en avais jamais fait l'analyse, selon laquelle nos concitoyens les plus âgés sembleraient, hein, ne plus se présenter aussi nombreux dans les bureaux de vote, je la trouve importante, hein, d'autant plus que le vieillissement de la population est une réalité, alors même que jusque-là, et encore un peu là, on a toujours dit que c'était chez nos concitoyens les plus âgés que le pourcentage de participation aux élections était le plus élevé. Alors, pour ce qui concerne, en partant de l'exemple des européennes que j'avais moi-même évoqué, et ces 38 listes, pour ce qui concerne l'organisation de la propagande et l'organisation et des moyens correspondants, c'est vrai que, et je n'ai pas de solution, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des scrutins de listes, avec beaucoup de listes, c'est un peu valable également pour les régionales, tous les formats changent. Hein, quand on a un scrutin de liste, et c'est le cas au municipal, on n'a plus le même
la même dimension de bulletins de vote déjà. Hein, et on a un nombre qui a tendance à augmenter. C'est vrai que pas uniquement dans les petites communes, où là, c'est mission impossible la plupart du temps, et où, bien sûr, il est de bon ton de ne pas tenir rigueur au maire d'une commune de 80 habitants, de ne pas avoir trouvé le moyen de disposer de 38 panneaux réglementaires à un endroit de sa commune. Même dans les communes plus importantes, bon, la commune dont je suis maire a 22 800 habitants, c'est de plus en plus un casse-tête que de pouvoir disposer sur l'espace public en veillant à ne pas faire courir le risque d'être suspecté d'un positionnement de certains panneaux par rapport à d'autres qui seraient plus visibles, etc. Parce que c'est une réalité à laquelle il faut attribuer de l'importance. C'est un véritable casse-tête. Comment résoudre ce casse-tête? Je n'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que nos concitoyens qui s'intéressent à ces sujets, qui d'une manière plus générale s'intéressent au bon usage de l'argent public, sont de plus en plus nombreux. Ce ne sont pas des milliers, mais sont de plus en plus nombreux à nous faire remarquer que oui, on a installé 38 panneaux et on constate qu'à peine la moitié n'est couvert d'affiches, ce qui manifestement pose une question que nous, on peut analyser parce qu'on connaît tous les dessous de toutes les cartes en question, mais que nos concitoyens analysent de manière plus sommaire parce qu'ils n'ont pas à rentrer dans le détail des éléments qui pourraient leur permettre, comme nous le faisons, d'analyser le sujet. Et donc là, c'est vrai que il faudrait peut-être que la réglementation évolue, que le nombre de panneaux étant ce qu'il est, il y a peut-être des dispositions faisant, dans une commune où il y a 15 ou 20 emplacements, parce que c'est une commune assez importante, pourquoi ne pas pour ces élections diminuer le nombre d'emplacements et par la même occasion diminuer le nombre de panneaux. Je ne pense pas que ça altérerait la sincérité à l'échelle nationale du scrutin européen, par exemple, alors que pour les élections municipales, avoir traditionnellement à tous les endroits, et notamment devant chaque bureau de vote, mais pas que, les panneaux, on sait très bien qu'un certain nombre de nos concitoyens, je ne dis pas, ne savent pas du tout ce qu'ils vont faire quand ils seront dans l'isoloir, mais se posent encore des questions et que souvent, on constate que nos concitoyens, avant d'entrer dans le bureau de vote, consultent encore les panneaux, lisent les affiches, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas, pour tout ce qui est local et même national, parce que ça reste local dans l'esprit de nos concitoyens, diminuer le nombre de panneaux, ou du moins le nombre d'emplacements, mais peut-être que pour les élections européennes, il faudrait se poser la question, et peut-être que dans les intercommunalités très très rurales, des dispositions pourraient peut-être être prises pour que au chef-lieu, entre guillemets, de l'intercommunalité, une obligation subsiste, mais qu'elle soit allégée ailleurs. Enfin, ça mérite en tout cas d'être réfléchi. Nos collaboratrices de l'AMF qui sont à mes côtés aujourd'hui, relaieront probablement cette question qui n'est pas mineure et qui mérite d'être vue. Les moyens. Alors, bien sûr, si vous avez face à vous sur quelque sujet que ce soit aujourd'hui un maire qui vous dit moi j'ai tout ce qu'il me faut, l'État me donne tout et à foison et donc il n'y a pas de sujet, je pense que vous en seriez les premiers surpris et je ne serais pas de cela. Bon, nous avons des dotations pour les élections qui, si j'ai bonne mémoire, n'ont pas varié depuis 20 ans. Il n'aura échappé à personne que depuis 20 ans, le prix des choses a bougé. Et que le panier, non pas de la ménagère, mais le panier du maire, a augmenté, et c'est en dernier encore plus que la moyenne de ce qui rentre dans le panier dit de la ménagère. Bon. Il est clair que pour une mission correspondant à la fonction du maire représentant de l'État, ses services étant en l'occurrence des services de l'État au plan local, puisqu'il s'agit d'une mission de l'État, il y a une partie de plus en plus importante du coût
de ces opérations électorales dans toutes les dimensions, pas uniquement à l'occasion du scrutin, mais dans la préparation et dans tout ce qui suit, qui relève du budget communal, c'est-à-dire de ressources qui ne sont pas des ressources affectées, alors qu'à l'origine, dans leur esprit, elles étaient affectées comme elles ont été décidées à l'origine d'être affectées pour les titres d'identité, où on voit bien le risque de décrochage entre le coût réel et les moyens que l'État met à notre disposition, même si, en parlant des titres numérisés, l'État, pour faire face avec nous à la grande difficulté qu'on a connue après la crise sanitaire, a vraiment accompagné et fait un gros effort pour nous soutenir. Donc, il est clair que ces dépenses nouvelles issues du budget communal mériteraient d'être mieux compensées, surtout lorsqu'il y a une accélération de certains calendriers. Pour les élections législatives de juin et juillet dernier, ne serait-ce que de ce côté, l'État a probablement à reprendre ses calculs et au bout de 20 ans, on peut penser que non seulement il y a des tâches nouvelles, et c'est vrai, mais qu'en plus, chacune des tâches, même les plus anciennes, ont un coût plus élevé et qu'il faudrait adapter les moyens mis à disposition s'agissant de charges relevant de la compétence de l'État. Merci, monsieur le maire. Quelques questions de mon côté. Peut-être la première, vous avez commencé un peu à l'évoquer dans votre propos liminaire en disant que vous n'avez pas, je crois, un registre à l'AMF qui remonterait les difficultés, mais quand même, quel est le retour un peu global ou bien les difficultés qui ont été signalées à l'AMF pour la bonne tenue de l'organisation des dernières élections? Est-ce que vous avez été saisi de quelques difficultés que ce soit? Et si oui, de quelle nature ont été les difficultés qui ont été repérées, signalées et remontées à l'AMF? Deuxième question, pour être complémentaire avec celle du rapporteur, et vous l'avez évoqué d'ailleurs dans votre propos liminaire ou dans les réponses au rapporteur, c'est quand même l'inquiétante chute de la participation. Il y avait des conséquences aussi sur l'engagement pour la bonne tenue des votes. Je souhaiterais quand même connaître soit la position de l'AMF ou votre avis à titre personnel au regard de votre expérience sur finalement les initiatives ou les solutions qui ont pu être testées ailleurs, à la fois, ou même en France pour d'autres élections, pour les Français de l'étranger, c'est-à-dire le vote à distance. Est-ce que le vote à distance, pour vous, est une solution demain pour essayer de mieux répondre à l'exigence, je dirais, de participation, de meilleure participation à nos différentes élections, le changement de l'organisation de la tenue des votes, c'est-à-dire est-ce que demain on peut envisager, comme dans d'autres pays, que la tenue des votes ne se passe pas nécessairement un dimanche, mais sur plusieurs jours, ce qui ne sera pas sans lien avec votre dernier point sur les coûts en termes d'organisation et de mobilisation, mais au fond, les modes de vie ont changé, mais au fond, certains travaillent le dimanche et qu'on voit qu'il y a d'autres pays qui ont fait d'autres choix. Donc, quelle est la position de l'AMF ou bien votre point de vue sur ce sujet? Bien sûr, le phénomène de chute de la participation est complexe et c'est ni le cadre, ni votre ambition, ni le temps qui nous est imparti ne peuvent nous permettre de répondre à tous les aspects qui sont considérables de cette chute de la participation. Alors, les initiatives, c'est vrai que il faut les mettre en valeur. Les initiatives prises en la matière par les communes sont extrêmement nombreuses. Et elles obtiennent des résultats que je juge assez intéressants. Beaucoup de communes développent une stratégie de conseil municipal d'enfants, de jeunes. Bon, chacun a son appellation. Hein. Moi, j'ai dans ma commune tenu à ce que ce conseil s'appelle le conseil des jeunes citoyens, hein, pour justement aller dans cette direction. Et
nous faisons au long cours donc une vraie formation, une vraie sensibilisation. On met dans le coup nos jeunes sur tous ces sujets, ce qui les prépare à une mobilisation naturelle, donc quand ils seront devenus citoyens à part entière. Certains font, moi je le fais et je suis toujours surpris agréablement du résultat au plan numérique et au plan de l'intérêt. J'organise tous les ans une cérémonie de remise des cartes d'électeurs aux jeunes électeurs. Je suis frappé de deux choses. La première, c'est qu'ils sont relativement nombreux à répondre à notre invitation. Et la deuxième, c'est que 80 à 90% d'entre eux viennent, alors qu'ils sont majeurs, accompagnés de leurs parents. Ce qui nous permet de faire coup double. Parce que les parents sont à la fois fiers qu'en la maison commune, leur enfant se voit remettre la carte d'électeur, ce qui n'a pas été leur cas jadis. Et tout ceci, je pense, constitue des petits éléments qui ont une tendance bien heureuse à se développer et qui ne peuvent que limiter le risque aggravé d'affaiblissement de la mobilisation. Mais ça ne suffira probablement pas. Mais là où c'est fait et comme ça se fait, ça donne des résultats. Je crois que je résumerai en disant, mais là c'est peut-être mon optimisme permanent qui me pousse à le dire, que c'est assez encourageant et que d'autres initiatives allant dans le même sens doivent permettre d'aller dans la même direction. En parallèle, même si ça peut ne pas avoir de lien, je note, avec le travail incessant que nous faisons dans cette direction, que les enfants des écoles, les enseignants, les parents viennent un peu plus qu'il y a une certaine époque à nos manifestations patriotiques, acceptent un peu plus qu'à une certaine époque de s'y impliquer et prennent même quelquefois des initiatives et nous demandent la possibilité de s'associer à telle ou telle partie d'une cérémonie patriotique. Donc je pense que du côté des initiatives et de leur foisonnement, on est plutôt dans une bonne direction, probablement que de manière coordonnée, l'État et les collectivités locales pourraient encourager, en les faisant mieux connaître, au développement de ce type d'initiative. Sur les données plus précises que vous avez évoquées, vote à distance, vous n'avez pas parlé du vote par correspondance, mais on peut en parler. L'AMF n'a pas de doctrine, mais globalement est assez réservé sur ces sujets. Vote par correspondance, probablement pas. Vote à distance, ça éloigne probablement, parce que en établir le principe pour certains et pas pour d'autres se heurterait peut-être à des difficultés législatives, voire de rang supérieur. Ça, il faudrait le voir, mais il n'y a pas un encouragement de notre part à aller vers le vote à distance et nous ne sommes pas persuadés que ça serait un élément qui libérerait d'un coup la capacité de nos concitoyens à se sentir plus concernés par les élections. Ça m'amène à évoquer la question qui est en creux dans votre question, qui est celle des procurations. Le contexte très particulier de 2020 avait conduit à ce que les procurations puissent être multipliées, c'est-à-dire qu'une même personne puisse recevoir 2 procurations au lieu d'une. C'était bienvenu et ça a donné des résultats intéressants. Nous regrettons, et ça nous en avons parlé sans en avoir délibéré, mais nous en avons parlé entre nous, nous regrettons que cette possibilité ne soit pas réouverte, parce que vous avez évoqué le changement des modes de vie de nos concitoyens, c'est vrai, et quel que soit le jour, finalement, dans la semaine, nous avons des habitants qui sont vraiment des électeurs permanents et déterminés, mais qui
qui se retrouvent plus que par le passé en difficulté, surtout quand le calendrier des élections intervient de manière non prévue. Référence à nouveau aux élections législatives dernières. Mais la volonté de donner procuration, me semble-t-il, est vivante. Et l'encourager par la possibilité pour une même personne de détenir 2 procurations serait certainement une bonne chose. La date. Alors c'est vrai, si un jour on disait aux Américains qu'ils ne voteront plus le 2e mardi de novembre, mais qu'ils voteront un dimanche, personne ne comprendrait. Bon, est-ce qu'en sens inverse, changer les choses chez nous amènerait à un meilleur résultat? J'en suis pas persuadé. Et je veux, et là c'est également très modeste et très à l'aune de ma propre expérience, revenir sur ce que vous évoquez sur les gens qui travaillent le dimanche. Moi je suis frappé, je tiens, et je tiens à le faire, je tiens le bureau de vote centralisateur de ma commune, et donc comme tout président de bureau de vote, je suis là avant 8 heures le matin du scrutin, et j'y reste avant d'être relayé par mon suppléant et de partir faire le tour de tous les bureaux de vote. Et invariablement, je fais la remarque suivante. Quand nous interrogeons, et nous le faisons dès le matin, les électeurs pour leur demander s'ils sont disponibles le soir à partir de 17h45 pour nous aider à dépouiller, entre 8h et 10h30, 11h, le nombre de ceux qui nous disent non, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont venus voter tôt parce qu'ils travaillent, est considérable. Et je crois que pour ceux qui veulent vraiment faire leur devoir de citoyen, le fait de travailler le dimanche ne m'apparaît pas aujourd'hui, par expérience, être un motif qui pourrait les conduire à ne pas aller aux urnes alors qu'ils en avaient envie. Bon, même si chez nous les bureaux de vote ferment à 18h, ce qui quelquefois d'ailleurs pour un département très proche de Paris interroge certains de nos concitoyens qui ont fait 10 km vers le sud pour venir chez nous, qui dans la commune voisine votaient jusqu'à 20h et qui tout d'un coup votent jusqu'à 18h. Bon là, il y a quelques désagréments pour certains. Globalement, dans la tranche horaire 8h-18h, ceux parmi nos concitoyens qui désirent vraiment voter viennent le faire, et souvent très tôt. Et puis les procurations sont là également, vu que leur délivrance est un peu assouplie par rapport à ce qu'elles étaient il y a un certain nombre d'années, sans qu'il y ait dérive d'aucune manière. Je pense vraiment que la question du changement de jour de vote n'est peut-être pas un élément de solution. Ce qui est clair, c'est que dans un premier temps, ça déstabiliserait beaucoup. Est-ce que dans un deuxième temps, et quand viendrait ce deuxième temps, ça permettrait, parce que l'examen des conditions qui permettraient que ça soit mieux le mardi, le jeudi, le mercredi, enfin peu importe, que l'analyse serait pertinente, au bout de combien de temps réaliserait-on que c'était pertinent au point que ça a permis un sursaut de participation? Je suis bien incapable de le dire. Moi je pense que c'est une conjonction d'éléments. Et puis c'est le fait politique global qui, et pas uniquement dans notre démocratie, frappe un grand nombre de démocraties traditionnelles de par le monde. Donc je ne veux pas sembler sortir mon joker, mais là vraiment, j'ai pas l'impression que ça soit une mesure qui serait décisive dans le retour au sens citoyen premier, qui est celui de participer aux élections. Je partage avec vous, monsieur le maire, que derrière la participation ne se joue pas que la question de son caractère pratique ou non pour celles et ceux qui doivent se rendre aux urnes. J'en suis convaincu, il se joue d'autres ressorts, mais peut-être juste 2 points pour compléter un tout petit peu ma question. Quand j'évoquais la question de la date, je n'évoque pas le changement de jour, mais sur plusieurs jours, y compris des fois sur du temps de travail. Et je vois que certaines régions, parfois bien situées géographiquement, pas trop loin, mais un peu éloignées de la plage, quand il fait beau et qu'on a un dimanche élection,
hélas, on a un taux de participation qui s'effondre. Bon, donc on peut le regretter, mais il y a quand même un moment. Est-ce que le moment du vote a un impact sur la participation? C'est pour ça qu'il me semblait important de vous poser la question. Et juste, j'ai une remarque pour bien comprendre la position de l'AMF. Je trouve étonnant de dire on devrait ouvrir plus de procurations et être fermé sur le vote à distance. Parce qu'au fond, le vote à distance est un peu comme un vote à procuration, mais en étant certain mais en votant nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça distend aussi un peu le vote par procuration par rapport à votre réserve, distend un peu l'acte citoyen. Ce qui me semblait être un peu la réserve que vous mettiez derrière le vote à distance. Enfin, le côté rituel républicain, franchir le bureau de vote et tout ça. Mais c'est un peu, du coup, ça serait la même réserve pour la procuration, d'une certaine manière, en disant, mais celui qui n'a pas eu ni le courage ni la volonté de venir se déplacer. Et après tout, s'il a une contrainte, s'il votait demain sur un téléphone ou à distance, ça permettrait aussi de s'adapter aux nouvelles contraintes. Donc peut-être revenir sur ces deux points si vous le souhaitez. Sur le premier sujet qui est non pas un jour de vote quel qu'il soit, mais plusieurs, je serais tenté de dire pourquoi pas avec une limite immédiate qui est celle de la sécurisation des urnes. On n'est plus à une époque qu'on a connue, que moi j'ai connue personnellement dans mes toutes premières années de militantisme, où les urnes n'étaient pas fermées comme elles le sont aujourd'hui, où elles étaient avec la fente et recouvertes d'une feuille de papier. J'ai connu, et elles ont fait affaire devant la justice et devant la justice pénale, des bourrages d'urnes. Bon, ça a existé. Bon. On a connu jadis dans un département français pas très loin de la métropole des urnes à la mer. Bon. Bon, tout ceci n'existe plus, ou si ça existe, c'est dans des proportions tellement infinitésimales que qu'on n'en parle plus comme d'un phénomène à conjurer. Bon. Mais il est clair que entre 8h moins 5 le matin, lorsque on ferme les deux cadenas de chaque côté de l'urne, et que l'on veille à remettre une des deux clés à un assesseur en gardant une autre. Bon. Et le soir où le bureau de vote les opérations venant d'être closes et devant un monde assez important, puisque les scrutateurs sont déjà là, on ouvre l'urne. Pendant tout ce temps, il y a toujours quelqu'un qui assure la tenue du bureau de vote, le président ou son suppléant, au moins un assesseur titulaire, et très souvent plus. Bon, il y a donc une surveillance de fait permanente de l'urne. Bon. Si on vote, si on ouvre le scrutin le samedi matin jusqu'au dimanche soir, la question de la surveillance de l'urne dans chacun des bureaux de vote ou du transfert de l'urne de chaque bureau de vote au bureau centralisateur, avec toutes les questions qui peuvent se poser pendant le temps de prise en charge de transport, etc. Bon, ces questions qui peuvent paraître primaires ne le sont pas du tout. Ce sont de vraies questions qui, à ce stade, me font dire que concrètement, ça serait plus une idée bonne dans son principe mais dangereuse dans sa mise en œuvre qu'une bonne idée tout court. Bon. Et surtout, bon, encore dans les communes comme la mienne, on a les moyens de s'organiser. La police municipale peut aller chercher et prendre en charge au fur et à mesure, les unes après les autres, et les mettre dans un endroit protégé, scellé, etc. Mais dans les communes plus petites, bon, c'est mission impossible. Et je pense que ça serait vraiment très, très dangereux de prétendre s'y livrer. Votre remarque concernant peut-être la dissonance entre le souhait d'en revenir à 2 procurations par personne, alors qu'on serait très hésitant sur
sur le vote à distance. Bon, j'entends tout à fait cette remarque et elle peut effectivement faire apparaître une dissonance dans la perception des sujets. Je rappelle que ce que j'ai dit est vraiment le sentiment que j'éprouve et non pas la position de l'AMF. Hein, j'entends votre observation et vous avez d'ailleurs dans votre propos traduit ce qui m'a amené à formuler cette réserve. Hein. Je suis très attaché personnellement au vote par une personne physiquement, que ce soit la personne électeur ou que ce soit la personne à qui l'électeur a confié le soin de voter. Et même si on n'a pas évoqué le sujet, je fais partie de ces maires assez nombreux qui ont eu du mal à adhérer au vote électronique. Non pas parce que là, il n'y avait pas la présence physique, puisqu'il y a présence physique à la machine électronique. Mais là aussi, alors c'est peut-être une question de génération, peut-être, mais l'attachement de beaucoup, le mien en particulier, au cérémonial du dépouillement et à l'alignement bureau par bureau des résultats, etc., plutôt que le geste qui conduit à ce qu'à 18h01, on connaît déjà le résultat. Bon, là, c'est une position tout à fait personnelle. Je n'y suis pas favorable. Et d'ailleurs, on aurait pu penser que la mise en œuvre en fanfare du vote électronique il y a un certain nombre d'années aurait créé un tel engouement que beaucoup de communes s'y seraient prêtées, et ça n'a pas été le cas. Bon, on n'a pas évoqué le sujet, mais je voulais en profiter pour le dire. Merci beaucoup, Madame Amrani. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président. Merci pour votre intervention. Moi, j'avais quelques questions, mais avant, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit, sur vos propos, en disant il est bien loin le temps où les urnes, on ne pouvait plus faire de bourrage d'urnes, etc. 2017, le Conseil constitutionnel a rendu un avis sur une élection où j'étais candidate face à un certain Manuel Valls. Donc, il existe encore, quand on a une clé qui est censée ouvrir qu'un seul cadenas, qu'elle ouvre les deux. Voilà. Même si on l'a en main, il y a quand même comme des questions à se poser encore sur certaines pratiques, malheureusement. Concernant, moi, je voulais avoir savoir comment vous pensiez, vous, si vous avez déjà fait un bilan concernant la nouvelle procédure dans le cadre en fait, de la radiation pour la perte d'attache communale. Est-ce que, parce qu'avant on avait, c'était une commission, et c'était dans le cadre de la commission qui était examinée point par point, en fait, dossier par dossier, de façon individuelle, les radiations. Et depuis la loi qui a changé, donc maintenant c'est à la discrétion du maire, et c'est lui qui décide quelque part avant de la mettre à disposition auprès de la commission électorale qui vient après pour donner son avis. Donc déjà, j'aimerais avoir votre regard là-dessus, savoir si vous avez fait, dans le cadre de l'AMF, un bilan sur cette nouvelle loi, et savoir comment vous pratiquiez cette radiation. Est-ce que vous, pour éviter en fait d'enlever ce droit fondamental aux habitants de la ville, ce droit fondamental de vote, est-ce que quels moyens vous mettez, vous prenez pour vraiment, avant de radier la personne, dire elle n'habite plus, elle n'a plus d'attache avec la ville? Donc ça, c'est ma première question. Donc quels moyens, quels est en fait les moyens que vous avez, de façon pour pas aller au-delà de la loi, c'est-à-dire les liens peut-être avec les impôts, peut-être avec la trésorerie, avec la cantine, voilà. Quels sont vos moyens pour être sûr que la personne n'a plus d'attache? Ensuite, quelque chose qui revient assez souvent, c'est le fait des panneaux d'affichage libre. Est-ce que, parce qu'on le voit de plus en plus, il y a de moins en moins de panneaux d'affichage libre et donc de plus en plus d'affichage sauvage, est-ce que justement vous pensez que les collectivités sont au fait de la loi, parce qu'aujourd'hui, normalement, la loi dit que en fonction de la population, il doit avoir tant de panneaux. Est-ce que c'est respecté ou pas? Donc ça, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et concernant les procurations, donc moi, je vous rejoins sur le fait que
ça serait bien de revenir à 2 procurations par portant. Je vous rejoins, je pense que c'est important. Mais quelle est la procédure qui est mise en place pour que nos aînés, notamment qui sont dans les EHPAD, parce que c'est la mairie qui s'en charge en règle générale, quelle est votre procédure? Comment les mairies fonctionnent? Est-ce que c'est un agent de la police municipale qui accompagne? Voilà, comment ça se passe? Ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Et déjà, si on arrive à répondre tout ça, ça serait pas mal. Merci. Pour répondre à votre première question, non, nous n'avons pas, je l'évoquais tout à l'heure, mais pas de manière peut-être aussi précise, au sein de l'AMF, établi un bilan sur ces questions de perte d'attache communale. Mais le fait que nous évoquions le sujet aujourd'hui et qu'il apparaisse bien présent dans vos réflexions nous invite, et nous allons faire rapport de cela à nos autorités respectives au sein de l'AMF. On va essayer d'approcher un bilan, mais sachant que pour faire un bilan, il faut que chacun ait déjà eu à collationner un certain nombre d'informations pour pouvoir les faire remonter. Comme la question ne s'est jamais posée dans des termes aussi précis que celle que vous venez de poser, moi je sais par exemple dans mon département, je n'ai pas aujourd'hui la matière me permettant de faire remonter au niveau national, ce qui permettrait à l'AMF nationale de faire un bilan. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer d'amorcer quelque chose en la matière. Ce qui me permet de répondre à votre deuxième question sur comment vous faites-vous pour vous entourer du maximum de précautions pour ne pas priver un électeur de son droit de vote. La pratique qui est la mienne est, je crois, la pratique de pur bon sens de la quasi-totalité des maires. Nous n'avons aucune idée préconçue consistant à aller chercher coûte que coûte ceux qui seraient encore inscrits sur une liste électorale et qui ne devraient plus l'être. Nos services, c'est ce qui se passe dans ma commune, sont en interrogation sur un certain nombre de situations où, manifestement, il n'y a plus de rattachement à la commune. Un des éléments, d'ailleurs, constitutifs de cette situation étant le retour en mairie des cartes d'électeurs non distribuées à l'adresse indiquée, qui, rappelons-le, doivent être disponibles au bureau de vote centralisateur, et même dans tous les bureaux de vote, pour tout électeur qui, ne l'ayant pas reçu là où il devait la recevoir, souhaite pouvoir en disposer, et on la lui remet, il la signe d'ailleurs devant nous au moment de participer donc au scrutin. Le nombre de celles et ceux qui, venant voter, sollicitent qu'on leur remette leur carte d'électeur est infinitésimal. Et ça, c'est également un critère qui permet, au bout de 1 ou 2 scrutins, surtout quand ils sont assez rapprochés, de constituer des éléments d'interrogation sur le fait que l'habitant en question soit ou non encore en lien avec la commune, au point de pouvoir rester inscrit sur les listes électorales. Et on ajoute, nos services ajoutent à ces constats très factuels d'autres appréciations. Vous avez évoqué, je crois qu'on le faisait tout à l'heure, des liens au travers de la scolarité, de la régie de recettes et de dépenses de la commune, etc. Bon, c'est un croisement qui s'opère de manière très précautionneuse et qui apparaît à nous alors que nous n'allons pas le chercher. Je ne sais pas si j'exprime clairement les choses, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Mais j'ai bien noté l'intérêt qu'il y aurait à ce que, au niveau de l'AMF nationale, on creuse le sujet en demandant à nos associations départementales d'essayer de le faire aussi. Mais j'avoue que ça sera un petit peu compliqué. Sur les 2 autres questions. Sur l'affichage et les règles de droit que doivent appliquer les communes. Moi, j'ai bien sûr l'exemple
de la circonscription dont j'ai été le député, lorsque j'avais 48 communes dans la circonscription et que j'y allais comme chacun très souvent, je notais que même dans les plus petites communes, il y avait les panneaux d'affichage libre. Évidemment, la remarque qui pouvait être faite, c'est que ces panneaux qui étaient à la taille de la commune, quelquefois étaient surutilisés par des affichages de manifestations qui se déroulaient loin de la commune. Bon, vous savez, la brocante à tel endroit, qui est organisée sur une échelle territoriale, qui fait que l'organisateur, il va mettre des affiches à 10 ou 15 km à la ronde. Bon. Donc moi, je crois que les communes, sauf à ce que des exemples nous remontent, mais jamais je n'ai été dans ce cas, aussi bien comme maire que comme président de l'association des maires de mon département. Les communes, je pense, sont à la hauteur de leurs obligations. Si elles ne l'étaient pas, bien évidemment, il faut que ça nous remonte. Et même si nous, je le disais ce matin dans une autre instance, je ne suis pas en tant que président de l'association le patron des maires de mon département. Nous avons une capacité, conjointement avec l'État, surtout sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets régaliens, de faire valoir l'obligation dans laquelle ils se trouvent et de les y convaincre. Et je le dis parce que vous avez évoqué l'affichage sauvage. J'ai connu, il n'y a pas encore si longtemps que cela, l'époque où nombre suffisant de panneaux d'affichage libre ou pas, il y avait des affiches partout, y compris là où aujourd'hui plus personne ne se hasarderait à en mettre. Je pense que les tendances très fortes de notre pays, et ça est très positif en matière de protection de notre environnement, à commencer par notre environnement visuel, et la volonté de plus en plus forte également de ne pas gâcher du papier pour le plaisir d'être le premier à en mettre partout. Bon, ça, c'est des tendances lourdes qui font qu'aujourd'hui, d'une manière globale, c'est comme ça que je l'apprécie, et là, c'est moi qui parle, pas l'AMF, on a quand même moins, et c'est heureux, d'affichage sauvage comme on en a connu il y a 60 ans et dans les décennies qui ont suivi jusqu'à une période récente, on va dire du début de ce siècle. Donc, je crois que les personnes qui veulent faire valoir au travers de moyens de communication autres que les panneaux officiels leur souhait de solliciter la confiance de leurs concitoyens ont aujourd'hui bien mesuré les capacités qui étaient les leurs, les droits qui leur étaient ouverts et les utilisent de manière qui me semble satisfaisante. Alors, je n'ai pas la prétention de traiter de tous les sujets. Je connais très bien la commune d'Évry à laquelle vous avez fait référence. C'est vrai que Évry n'est pas Comblaville, et je ne me permets pas de juger ce qui s'y passe aujourd'hui. En ce qui concerne les procurations, le fait que la possibilité de donner procuration soit maintenant plus ouverte fait que très souvent, moi j'ai 2 EHPAD dans ma commune, c'est soit le commissariat qui s'est organisé pour que des fonctionnaires de police en lien avec les directions d'EHPAD viennent un jour déterminé au contact des personnes qui veulent donner procuration et fassent ce qu'il y a à faire. Et notre police municipale agit de la même manière. Je disais tout à l'heure que les efforts des communes dans le cadre de tous les dispositifs d'inclusion sont considérables, et ça vaut également pour la volonté qui est celle des collectivités locales de permettre à nos concitoyens les plus éloignés de la capacité physique à venir au bureau de vote puissent le faire. On évoquait tout à l'heure nos concitoyens très âgés et qui quelquefois, pour des raisons d'accessibilité, alors qu'ils voudraient venir, ont du mal à le faire. Le vote par procuration de nos habitants en EHPAD est important en volume, et nous faisons tout pour que ceux qui le souhaitent, bien sûr, puissent en bénéficier.
Je crois qu'il y a une toute dernière question. Oui, juste une dernière question. Merci en tout cas de vos réponses. Je voulais peut-être avoir... ce que je souhaite, c'est que vous ayez fini un petit peu concernant la radiation dans le cadre de la perte d'attache communale. Donc, comment vous expliquez qu'une commune puisse radier 15% de son corps électoral quelques jours, en fait, avant les élections européennes, et qu'un grand nombre continue à habiter la ville. Donc, est-ce que le lien n'a pas été fait correctement, qu'elle continue à habiter? Voilà, comment vous l'expliquez en tant que maire? Est-ce que il n'y a pas peut-être peut-être revenir en arrière, revenir sur le fait d'avoir une commission, mais qui étudie individuellement en fait les radiations, et plus comme aujourd'hui de façon plus globale. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous pensez que pour éviter cette radiation, je veux dire, qui ne devrait pas avoir lieu, puisque c'est des gens qui continuent à habiter la ville, qui sont là depuis des années et qui payent leurs impôts, notamment les impôts fonciers. Donc, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous, en tant que maire, vous avez ce lien avec les impôts ou pas, déjà? Est-ce que il y a un transfert d'informations ou pas, déjà? Et avant de radier, parce que je dis, c'est encore un acte important, est-ce que vous pensez que quand on radie 15% du corps électoral, on a pris toutes les précautions pour le faire? Je ne veux pas esquiver votre question, mais je vais essayer d'y répondre de manière la plus précise possible. Vous demandez si j'ai une explication. Je n'en ai pas. Je n'ai pas d'explication au phénomène que vous évoquez, tout simplement parce que je ne connais pas ce phénomène, n'ayant jamais eu à en connaître sur ma commune ou dans aucune des communes dont le maire m'aurait sollicité ou dont j'aurais appris par le préfet qu'il conviendrait d'agir parce qu'il y aurait des sujets un peu préoccupants. Ce qui ne veut pas dire que je mets en doute l'évocation que vous venez de faire. Donc je ne m'explique pas comment un maire peut radier quelqu'un qui habite sur la commune, paye ses impôts sur la commune, et pourquoi pas aurait ses enfants sur la commune. Bon, y a pas, je ne trouve pas d'explication rationnelle. Bon, et ce qui me permet au passage de dire que c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure pour dire à la fois la démarche qui n'est pas une démarche je vais aller chercher des gens à radier, mais il y a des situations qui viennent à moi et qui peuvent faire penser par un concours d'éléments probants que cette personne n'habite plus la commune. C'est-à-dire la démarche totalement opposée à celle qui consisterait à radier qui n'aurait pas à l'être compte tenu de l'ensemble des éléments qui attestent de sa présence et donc de sa capacité à être électeur sur la commune. Donc je confirme que nous avons tous les moyens de vérifier si quelqu'un habite sur la commune ou pas. Les moyens propres à l'activité de la commune de par les services qu'elle propose à la population et dont certains d'entre eux nécessitent soit un paiement, soit à défaut de paiement une inscription, auquel cas il y a une trace. Un enfant inscrit à l'aide aux devoirs au centre d'activité sociale, même si cette aide aux devoirs est gratuite, l'enfant est inscrit, il vient de telle école, les enseignants sont au courant puisque la plupart du temps, c'est eux qui nous sollicitent pour ce complément au profit de l'enfant. Bon, quelqu'un, bien sûr, le lien de la commune avec les services fiscaux, il est de tous les instants, et la capacité que nous avons, si nous en avions le besoin de vérifier que telle personne est inscrite au rôle des contributions de sa commune, tout ceci est évident, bien sûr. Mais ça ne me donne pas plus de capacité que cela à comprendre le phénomène tel que vous le rapportez et pour lequel je n'ai pas d'explication. Merci beaucoup. Est-ce que, monsieur le rapporteur, vous avez d'autres questions? Il me reste, alors, monsieur le maire,
Monsieur le vice-président, à vous remercier, ainsi que l'équipe qui vous accompagne, pour votre présence cet après-midi et d'avoir contribué à éclairer nos travaux dans le cadre de cette commission d'enquête. Merci beaucoup. J'espère y être parvenu. Merci à vous. Merci.